Nos invités d'abord sur ce plateau, Younes Pelfella, bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale de France Info. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et directeur également du MedFocus Think Tank, précisément. Quelle est l'offensive? Quelle intervention terrestre, quelle offensive se prépare, selon vous, se dessine sur le terrain, alors que plus de 300 000 soldats sont désormais mobilisés, soldats israéliens, bien sûr? Oui, bon, effectivement, il y a une stratégie israélienne qui se prépare. On sait parfaitement que ça fait quand même une semaine que les déclarations israéliennes vont bien évidemment vers une opération de grande envergure. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, le bilan, quand on le voit, il y a déjà 1900 morts à la bande du Gaza. Donc les offensives, normalement, ont déjà commencé. Ce qui se prépare, c'est peut-être une opération terrestre. La question qui s'impose ici, c'est avec quel objectif? Est-ce que ça sera avec un objectif de dissuasion, de sanction du Hamas, ou bien ça sera un objectif de faire chuter le régime de Hamas dans toute cette région? Ce qui est sûr, c'est que, vu les déclarations israéliennes et principalement le rappel à la population de Gaza et le contact avec les Égyptiens pour que toute la population de Gaza part vers le sud de cette bande, ou bien même être réfugiés au Sahara du Sinaï de l'Égypte, ça montre clairement qu'on est sur une opération qui est de grande envergure avec beaucoup d'objectifs. Mais ce qui est aussi inquiétant pour les Israéliens, c'est la question des otages qui sont peut-être Alors, utilisés comme des boucliers, on va dire. justement, c'est la question qui se pose, puisque le Hamas a précisé hier qu'une quinzaine d'otages entre les mains du Hamas seraient morts justement à la suite des frappes israéliennes à Gaza. Euh, quel est le mindset, le logiciel du côté des Israéliens, de l'armée israélienne? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit il y aura malgré tout des dommages collatéraux avec les otages? C'est une décision qui est très difficile à prendre parce qu'en même temps, je crois qu'Israël elle a toujours intérêt à négocier sur la question des prises d'otages. Ça se voit que c'est très compliqué cette fois-ci. C'est pas comme les fois précédentes parce qu'on voit le nombre déjà des otages, la complexité de faire d'utiliser cette question par le Hamas pour en fin de compte atténuer l'opération militaire et israélienne et surtout gagner du temps. Maintenant, est-ce que ça sera vraiment une escalade limitée ou bien ça sera une guerre désastreuse sur toute la région? La réponse, c'est pas seulement à Tel Aviv, mais c'est aussi la réponse aussi à Washington, parce que l'image d'hier de voir le ministre de la Défense américaine qui est avec le ministre de Défense israélien dans le même bureau de commandement pour gérer ce genre d'opération, c'était une image qui était très commentée dans le monde arabe en général et surtout chez les Palestiniens, et qui montre que les États-Unis dans cette affaire ne sont pas un acteur aligné concernant cette question. Donc, on est face à plusieurs scénarios. Le risque, on va dire, de diffusion de la guerre, il est très élevé parce qu'au cas où l'opération terrestre dépasse certaines limites, c'est fort possible qu'on voit l'implication de Hezbollah, peut-être même d'autres organisations dans la Cisjordanie. Hezbollah depuis le Liban, donc au nord d'Israël, oui, qui est extrêmement puissant. Qu'Israël redoute, en tout cas, plus que le Hamas, on peut le dire. Clairement, mais aussi il faut savoir que le Hezbollah il a aussi d'autres impératifs qui sont liés à la scène politique intérieure au Liban. C'est-à-dire c'est une guerre qui a plusieurs risques. On sait parfaitement la situation actuellement au Liban. Le scénario le plus inquiétant pour tous les pays du voisinage, c'est-à-dire l'Égypte, la Jordanie, le Liban, c'est le nombre de réfugiés palestiniens qui risquent d'être étalés sur cette région. Je vous ai juste un petit rappel, c'est qu'il y a déjà 15 millions de réfugiés entre Syriens et Palestiniens et Yéménis dans cette région. Les Palestiniens tout seuls, c'est à peu près 6 millions de réfugiés, principalement en Jordanie, le Liban, la Syrie. Et donc, forcément, même les déclarations qui viennent hier de l'Égypte refusent totalement l'idée d'ouvrir les frontières du Sahara de Sinaï, parce qu'on sait parfaitement que ça peut représenter en quelque sorte un État alternatif pour les Palestiniens, et ça peut vraiment faire un grand changement dans cette affaire. On est en ligne en direct avec notre invité Olivier Rafovitch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes ancien porte-parole de l'armée de défense israélienne, colonel de réserve de l'armée israélienne. Vous êtes toujours porte-parole, pardonnez-moi, toujours porte-parole de l'armée israélienne. Visiblement, une première incursion au sol dans Gaza était en cours hier soir. Qu'en est-il à l'heure qu'il est, à 7 heures passées ce matin sur le terrain? D'abord, si vous me permettez, je voudrais exprimer mes condoléances pour ce qui s'est passé hier en France et le soutien d'Israël à la lutte de la France contre le terrorisme, qui est un danger pour toutes les démocraties que nous faisons face nous-mêmes et la France également.
Et Alors, on a perdu la connexion avec vous, Olivier Rafovitch, porte-parole actuel, bien sûr, de l'armée israélienne. On tentera, bien sûr, de rétablir la connexion. Younes Belfella, hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a clairement fait le lien entre ce qui s'est passé justement hier dans un établissement à Arras, dans le Pas-de-Calais, cet enseignant, ce professeur de lettres, Dominique Bernard, 57 ans, assassiné. Et ce qui se passait justement au Proche-Orient. Il fallait s'y attendre justement, ce genre d'acte, de passage à l'acte en France, ce genre d'exportation du conflit sur le sol national. Je crois que oui, parce que vu cette semaine, on a vu quand même une grande polémique en France, du niveau politique déjà, entre les partis politiques. Maintenant, au niveau sécurité, c'est vrai que vu la situation actuelle au Proche-Orient, on est quand même face à un grand risque de renaissance, on va dire, des organisations terroristes à caractère transfrontalier, soit Al-Qaïda ou même l'État islamique. Et forcément, les répercussions sur un pays comme la France, c'est quelque chose de très attendu. Donc, ce qui change, c'est un petit peu le mode opératoire. C'est-à-dire, c'est que maintenant, on voit, c'est des loups solitaires avec un mode opératoire très low cost et qui peuvent passer à l'action. Ça ne demande pas trop de planification comme avant. Mais le risque, il est toujours très élevé. Et je crois qu'effectivement, même le risque de retour de l'État islamique en Syrie ou en Irak, il est très, très présent. Vu ce qui se passe actuellement, par exemple, en Afghanistan ou en Somalie, on sait parfaitement qu'il y a des indicateurs par rapport à ce fait de terrorisme. L'appel, bien évidemment, de Khalid Mash'al cette semaine, l'ancien chef de l'État de Hamas, pour le djihadisme mondial était aussi un appel de guerre, et on sait parfaitement qu'il y a un risque actuellement. Donc, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut aussi, je crois que c'est ça le problème, c'est qu'en fin de compte, on n'arrive pas à trouver des mécanismes au niveau diplomatique et de ce qu'on appelle d'un mot un petit peu chaleureux, la communauté internationale, pour trouver une solution. Et malheureusement, ce qui est en train d'être confirmé, soit seulement dans la guerre au Moyen-Orient, en Ukraine, en Arménie, c'est que ce qu'on ne peut pas avoir par la force, on peut l'avoir encore plus par plus de force. Et ça, c'est un principe qui est très dangereux. C'est que maintenant, la stabilité qui était faite sur la question de chercher la paix par des négociations, par des outils diplomatiques, on n'arrive pas à retrouver ce genre de principe.